Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous. J'ai le grand honneur d'accueillir notre dernière chef en résidence ici, chef Elena Loureiro. Chef, merci beaucoup de vous joindre à nous. Ça me remplit de bonheur de vous rencontrer. Finalement, on était censé se rencontrer il y a 6 mois, justement. Exactement. Mais, la COVID nous a empêchés, mais finalement, je suis là. Et moi aussi, je suis très reconnaissante d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à Nelson Borges de m'avoir invité ici et le chef Kenton. C'est vraiment pour moi un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir montrer mon Portugal ici. Oh boy! Bien, on a hâte d'y goûter, justement. Et avant de passer à des sujets plus généraux, j'aimerais que vous nous parliez d'abord de ce que vous avez créé pour la fin de semaine. Évidemment, on a fait un menu ensemble, moi et Kenton, que c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler un petit peu mes recettes, le produit. Parce que, premièrement, là, nous, on est juste des chefs, on n'est pas des magiciens. Alors, on travaille les bons produits, on a les produits de qualité, et là, ça transmet dans nos assiettes, et c'est ça que les gens ils vont déguster ce soir. C'est vraiment la qualité des produits. On travaille l'huile d'olive, évidemment, on travaille les figues fraîches. J'aime beaucoup travailler les produits de saison. Alors, on est au mois de septembre. Alors, les figues, c'est la saison des figues. On travaille les figues fraîches. On fait le prosciutto. Le prosciutto, c'est le jambon... Des fois, je fais ça pour mes enfants, justement. Le prosciutto... fumé, sec, là? Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment la pâte de porc qui est séchée au soleil. Au Portugal, elle est séchée au soleil. Pendant 6 mois? Est-ce bien ça? Oui, 6 mois, ça peut être vieilli jusqu'à 1 an et demi même. Ouf, ça dépend des régions. Vraiment, c'est ça qu'on travaille. Évidemment, on va travailler le bif à la portugaise, c'est le sourlonge, qui est à peine avec une sauce au chorizo. Le chorizo, c'est la saucisse portugaise. Oui. Encore une fois, qui est fumée, la viande marinée de porc qui est fumée. Et évidemment, nous, au Portugal, on mange les œufs à toutes les heures de la journée. Au lieu pour les 3 repas. Contrairement aux Canadiens qui mangent les œufs le matin, les Américains, nous, on fait ça. Alors, les bifs à la portugaise, c'est vraiment un morceau de surlonge de bœuf, de bonne qualité. Évidemment, ici, la viande est excellente aussi. La viande de bœuf, il va y avoir un œuf confit à l'huile d'olive. Évidemment, avec une sauce au chorizo. Et pour terminer, on a les tartelettes portugaises, le pastéis de nata, c'est vraiment une recette qui en a 5 générations de famille. Alors, on trouve tous d'essayer de faire les meilleurs. Et on essaie toujours de copier la recette et chacun de nous, on essaie d'inventer notre recette le plus typique portugaise possible. Mais je pense que je l'ai faite vraiment bien et le chef ici les a bien prêtés. Et j'espère qu'il va les garder dans le menu par après. Ben oui, on le souhaite également. Vous me mettez l'eau à la bouche. En parlant de vos choix culinaires, je sais que c'est une grosse question, mais est-ce que vous pouvez différencier la cuisine portugaise de la cuisine québécoise, canadienne, d'une façon succincte? Pour vous, quelles sont les grandes différences entre ce que vous avez appris au Portugal, justement, lors de votre formation, et de ce que vous avez appris à Montréal? Bien, c'était vraiment très différent pour moi parce que, premièrement, c'est des cultures complètement différentes. On va parler qu'on est en Europe, on est en Amérique du Nord. Déjà là, c'est 2 cultures différentes. La culture gastronomique en Europe, on sait tous que c'était très important pour nous, autant les Portugais que les Espagnols, que les Italiens, que les Français. C'est une tradition dans nos veines. Ça vient de génération en génération. Contrairement ici, que c'est une cuisine un pays beaucoup plus jeune, qui a un peu moins d'histoire au niveau de la gastronomie. Par contre, le produit, ça a beaucoup changé depuis que je suis ici au Québec aussi. Ah oui, hein? Je trouve que les gens y apprécient de plus en plus de manger sain. La cuisine est beaucoup moins de gras, beaucoup moins de crème, parce que quand je commençais à travailler, c'est ça que ça baignait dans la crème, exactement. Des fois. C'est ça la différence vraiment de la cuisine portugaise et de la cuisine française que j'ai appris ici à ETHQ, c'est toute l'hôtellerie du Québec quand je suis arrivée. C'est vraiment que j'ai arrêté de cuisiner avec mon huile d'olive et je commençais à cuisiner avec le beurre et la crème. Par contre, ça est devenu une mode. C'est pour ça que j'ai dit notre cuisine portugaise, méditerranéenne, si vous voulez, ça est devenu une mode parce que les gens ils font de plus attention à ce qu'ils mangent, une cuisine plus saine. Et vraiment, nous, la cuisine portugaise, elle se limite très bien dans l'huile d'olive, dans le gros sel de mer, le jus de citron.
les grillades, beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer. Ici. Plusieurs sortes de sel de mer aussi, j'imagine. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ouais. Évidemment, j'ai vu un documentaire sur le Japon à un moment donné, puis on disait que dans ce pays, on offre 2100 différentes sortes de sel. Uniquement en parlant du sel, 2100 sortes différentes. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça c'est... Et nous, au Portugal, on a 365 façons de faire la morue salée. Alors déjà là... OK, oui, c'est ça. Donc, c'est spécifique à la région, justement. Et le sel aussi. On aime beaucoup le sel. Pour nous, le sel, c'est l'épice plus importante dans la cuisine pour nous, et l'huile d'olive. Et bien que je ne veux pas descendre la gastronomie canadienne, j'imagine qu'il y a quand même des produits que vous devez faire venir en importation privée. Oui, mais je travaille beaucoup les produits d'ici. J'essaie de travailler beaucoup les artisans d'ici, les producteurs d'ici. Je fais beaucoup d'importations des îles de Madeleine, de la Gaspésie. Oui, J'ai reçu cette semaine les oursins de Rimouski. Pour moi, c'est super important de travailler les produits d'ici. Évidemment que je travaille avec un peu mes recettes à moi. Évidemment, j'essaie de travailler les recettes portugaises parce que je pense que les clients, quand ils viennent manger chez moi, ils veulent vraiment s'attendre à une soirée portugaise. Ils attendent d'avoir du pain de maïs, de l'huile d'olive, des olives, mais j'adore travailler les produits d'ici. Il y a des produits magnifiques ici. Je viens d'arriver de Shawinigan où j'ai cueilli des champignons cette fin de semaine. C'est le fun. Hein? Oui, évidemment. C'est le temps des chanterelles en tube. On a beaucoup de belles choses au Québec et beaucoup de bons produits. J'ai amené les camerises, beaucoup de choses dans les champs que c'est magnifique et que je pourrais transformer ça avec mes recettes et faire de super belles choses. Évidemment que c'est des cuisines complètement distinctes, mais on n'enlèverait pas tout ce qu'on a d'ici de bon au Québec parce qu'il y en a plein de bonnes choses. Dites donc, vos restaurants sont bien cotés, vous avez beaucoup d'expérience dans l'industrie, vous me donnez l'impression d'être en parfait contrôle de vos moyens. Est-ce que vous ressentez beaucoup de pression de faire partie des meilleurs restos? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse dessus? Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'ai dit mes étoiles. Un chef étoilé, pour moi, mes étoiles, c'est mes clients tous les jours. Et c'est la plus grosse récompense de ma journée, c'est un client qui vient me voir et qui vient me remercier pour ce qu'il a mangé. Ça devrait être moi qui devrais le remercier. Mais c'est pour moi la plus belle récompense de ma journée, c'est vraiment ça, beaucoup plus que monétairement. Évidemment qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, mais pour moi, c'est vraiment secondaire. C'est vraiment le plaisir que j'ai toujours à cuisiner. Et j'ai autant de plaisir aujourd'hui, après 35 ans de métier que j'en avais il y en a 35 ans en arrière. C'est ça que c'est la passion de notre métier, c'est qu'il n'y a pas de plafond. À tous les jours, on peut crier, innover des nouvelles choses. À tous les jours, il y a de nouveaux produits qui arrivent dans le marché. Et c'est ça la passion de notre métier. Et moi, je suis plus un gars de salle. Et pour moi aussi, il y a toujours une nouvelle rencontre à faire. Tout à fait. Il n'y a pas deux tables identiques dans un restaurant. Et donc, il n'y a jamais deux expériences identiques, malgré le fait que j'ai eu la chance de servir des dizaines de milliers de personnes au cours de ma propre carrière. Donc, oui, c'est un métier qui récompense la créativité, justement. Et justement, l'échange et l'échange humain, un échange de cœur, je trouve. Mais c'est une passion, c'est l'amour qu'on donne à nos assiettes et qu'on transmet à nos clients et que nos clients ils nous donnent à nous à tous les jours. C'est ça que nous nourrit à tous les jours. C'est cet amour-là que les clients nous transmettent. Et deuxièmement, c'est un métier que tu n'as pas de routine, tu ne sais jamais comment ta journée va se passer. Tu n'as aucune idée. On pense que ça va se passer d'une façon et à la fin de la journée, c'est tout à fait différent. Et exactement, ça dépend des clients qu'on va avoir en salle. Mais on trouve des gens à tous les jours, on apprend avec nos clients et on fait des choses différentes. C'est une magie, ce métier-là. Oui. On en a parlé un peu tout à l'heure, vous et moi, mais j'aimerais que vous nous donniez une chronologie de vos restos, finalement, de vos projets. Bien, en effet, j'ai 2 restaurants à Montréal. J'ai le Portus 360, que c'est le restaurant qui tourne. J'ai la plus belle vue de Montréal. Alors, si vous voulez, venez manger chez moi. Et à part de bien manger... Volontiers! À part de bien manger, de me voir et de pouvoir jaser avec vous, ça me ferait énormément plaisir. Vous avez la plus belle vue de Montréal. Alors, le restaurant, il fait encore 360.
il tourne. Ça prend combien de temps pour faire une rotation complète? Nous, on fait ça 1h45, Oh, mais c'est bien. évidemment, il y en a en timer qu'on pourrait mettre à plus haute vitesse. Plus lentement, OK, plus lentement et plus vite. Mais moi, j'ai décidé que ça serait lentement pour que les gens, ça prend à peu près 2 heures pour apprécier un bon repas et c'est ça que les gens ont le temps de littéralement faire le tour de la ville. Tout à fait. Ouais. Exactement. Donc, ça a commencé quand, ce resto? Le restaurant, ça fait 4 ans qu'on a pris les possessions. Au mois d'avril, il y a eu 4 ans. J'avais toujours le restaurant Porte Scalé sous la rue Saint-Laurent où j'ai ouvert en 2003. C'est là que j'ai commencé vraiment en restauration à Montréal. J'étais toujours chef exécutif dans les restaurants portugais. J'ai commencé à travailler en garderie quand je suis arrivée au Québec, alors en 88. OK, d'accord. Quand je suis arrivée. Et vous étiez toujours en formation? J'ai À commencé l'ITHQ à ce moment-là? C'est là que j'ai commencé ma formation à ITHQ. Mais en effet, je suis arrivée au Québec en 88. Oh, d'accord. OK. Donc, Et vous avez trouvé cet emploi-là presque immédiatement. Exactement. J'étais allée remplacer la cuisinière à cette époque-là. Et j'avais aucune idée où j'en allais. J'avais une de mes cousines qui travaillait là. Et cette journée-là, la cuisinière, elle ne pouvait pas rentrer. Elle a appelé un matin qu'elle ne pouvait pas rentrer. Et moi, je venais tout juste d'arriver du Portugal et ma cousine, elle appelle à la maison et dit « Elena, il faut que tu viennes faire à manger. » J'ai dit « Moi? Comment je vais faire à manger pour 80 enfants? J'ai aucune idée. » Elle a dit « Tu viendrais et on va t'aider. » Effectivement, j'ai rempli. Il y avait combien de personnes en cuisine? Une à la personne. garde. Oh, c'était vous pour 80 enfants, là? 80 enfants, et c'est ma première journée, j'arrivais là. Et là, j'ai essayé de me débrouiller comme tous les Portugais, mais aussi comme tous les chefs qui rentrent dans une cuisine. J'ai dit, bon, je vais me débrouiller, je vais voir qu'est-ce que je fais. Et je voulais faire une salade. Je cherche des ingrédients pour faire une vinaigrette. J'ai trouvé du citron, j'ai trouvé de l'huile de canola. J'ai fait cette vinaigrette-là. Ils ont tellement aimé que cette vinaigrette-là m'a donné mon poste pour 12 ans. Oh, mon Dieu, c'est Moi, fantastique. j'ai dit toujours que mon poste il vient en arrière d'une vinaigrette. Alors, Donc, étiez-vous aussi, donc, non seulement de faire les repas, mais aussi d'aller chercher les produits, comme vous faisiez le magasinage, les rencontres avec les fournisseurs. Comme pour ces 80 enfants-là, -là, c'était pas juste arriver puis cuisiner quelque chose qui était déjà sur place. C'était à vous de comme pondre les menus. Non, mais c'était un très beau défi aussi parce que je faisais à manger pour 80 enfants, évidemment, mais c'est un menu qui était le guide alimentaire canadien. Il faut qu'on suive le guide alimentaire canadien. Il faut que ce soit un menu équilibré, contrairement à un menu gastronomique qu'on fait dans un restaurant. C'était un menu équilibré. C'était aussi avoir les quatre couleurs du menu gastronomique, du menu de guide alimentaire canadien. Vous vous souvenez toujours de ces 4 couleurs. Exactement. Et le faire un menu équilibré, mais faire ça aussi un menu de 4 saisons. Alors, on avait un menu de 4 saisons. À chaque saison, j'ai changé mon menu. J'avais un menu de 6 semaines. J'arrivais à la semaine 1, à la semaine 6, je recommençais la semaine 1. C'était toujours un beau défi. Et c'était un menu qui était équilibré pour une diététicienne du CLSC. Ah, OK, d'accord. Et je vous dis que la première fois que je faisais ces menus-là pour 6 semaines, ça me prenait quasiment 3 semaines à sortir mon menu. Mais par contre, j'ai jamais eu un menu qui était refusé ou avait des mauvais commentaires pour la diététicienne. Je travaillais fort parce que c'est complètement différent de ce que j'étais habituée à faire. Ouais. C'est pas un menu gastronomique dans un restaurant, mais au même temps, il me manquait ce côté-là. Et je faisais toujours le restaurant le soir. Parce que les garderies, donc, il y avait la garderie le jour et du travail en cuisine le soir. Le soir. Et dans des restos portugais à l'époque? Tout à fait. OK, d'accord. Dans les restaurants portugais. Et c'est là après que j'ai commencé ma formation à ITHQ. Comme j'avais pas assez, j'avais du travail et ma formation. Alors, il y avait déjà combien d'années de formation au Portugal? J'ai fait ma formation au Portugal et j'avais déjà 8 ans, 9 ans de restauration au Portugal. Boy. OK, d'accord. Et l'ITHQ, c'est un programme qui dure 3 ans? Exactement, une formation de 3 ans. Une technique. Donc là, il y a eu la garderie en journée, d'autres restaurants en soirée. Et je faisais 3 soirs d'école. Okay. Oh. Ouais. Wow. C'est une belle époque, c'est à l'âge qu'on a. Vous aviez l'énergie pour le faire. Tout à fait, c'est magnifique. Je trouve que c'est des très beaux temps de ma vie. On avait de l'énergie à déborder, et alors c'était magnifique. Et c'est là que faut croire qu'on est capable, et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir mes restaurants plus tard. Évidemment, je suis devenue maman. J'ai eu 2 garçons. Lorsque vous travailliez à la garderie? Tout à fait. Okay, là, j'ai eu mes enfants, mais en effet,
je voulais garder vraiment ce poste-là. C'est que je suis devenue maman. Quand tu es immigrante, tu n'as pas de famille, tu ne sais pas où aller faire garder tes enfants. Et là, j'avais aucune idée c'était quoi une garderie, parce que quand tu viens du Portugal et que tu viens d'à côté de ta maman et que tu viens d'un village, tu penses pas où est-ce que je vais faire garder mes enfants. Mais est-ce que vous vous êtes lié d'amitié avec d'autres gens du Portugal? Oui, j'avais ma cousine qui était ici. La communauté portugaise à Montréal est quand même une communauté assez grande. Il y en a à peu près 60 000 Portugais. Okay, alors, il y a une belle communauté. À Montréal, on pourrait quasiment tout faire en portugais. Qu'après, c'est plus du tout le bout qu'on veut. C'est vraiment de s'intégrer bien. Je pense que je me suis bien intégrée. J'ai passé 10 ans à Montréal, puis je me souviens d'avoir rencontré une dame qui ne parlait qu'en portugais, même à la banque. Elle avait trouvé une banque où elle pouvait recevoir le service en portugais. On a la caisse d'économie, des Portugais, on a la clinique, on peut aller chez le médecin. Puis on peut tout faire en portugais à Montréal. Donc, j'imagine que c'était la décision de vous partir, de lancer un premier resto qui a fait en sorte que vous avez dû délaisser la garderie. Parce effectivement, c'était mon rêve de toujours d'ouvrir mon propre restaurant. C'est un rêve que j'avais d'enfant, c'est sûr. Et c'est tous les chefs qui rêvent d'ouvrir son restaurant. Et j'ai eu l'opportunité de le faire en 2003 avec mon patron, qui était mon patron au restaurant portugais que je travaillais à l'époque. C'est lui qui était mon associé. J'ai ouvert avec lui en 2003. Par après, il est quitté. C'est là que j'ai... Vous avez pu acheter ses parts puis être l'unique propriétaire de l'endroit? Non, j'ai 2 associés, que c'était mes employés qui ont devenu mes associés. D'accord. Ils ont acheté des parts, ils sont mes associés. C'est des gens en salle, c'est mon directeur en salle, c'est mon sommelier. Oh, c'est votre fils le plus âgé, lui? Non, André. André, il a commencé un peu plus tard. André, c'est, comme j'ai dit, mon fils plus ancien. C'est mon directeur général au Portus, qui a commencé à travailler Quel parcours pour lui! André, il en avait 16 ans quand il a commencé à travailler pour nous. Et aujourd'hui, c'est lui le directeur général. Alors, il a grandi, il a fait tous les postes. Il a grandi avec moi, comme j'ai dit. Vous deviez avoir fier de son parcours. Oui, tout à fait, mais je lui fais beaucoup confiance et c'est ça qu'il faut dans ce métier-là. Il faut faire confiance aux gens et il y a beaucoup de choses, c'est notre visage qui est là, c'est ma philosophie qu'il faut que je transmets à ces gens-là pour qu'ils puissent transmettre ça à mes clients. Ouais. Mais c'est ça, avant que j'ouvre ma bouche, je sais qu'André sait déjà qu'est-ce que je pense. C'est ça qu'il va dire à mes clients. Oui, ça c'est génial quand même, d'avoir une relation aussi tissée. Tout à fait, mais c'est comme j'appelle, c'est mon fils plus vieux. Donc là, vous lancez en restauration. Est-ce que vous avez dû établir un horaire très, très serré ou très discipliné, justement pour passer à travers vos journées? Il y avait quand même des enfants à la maison. Il a fallu que vous vous occupiez de l'entreprise. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé là, dans tout ça? C'était quand même, parce que c'est ça le problème, ou le bien de tout ce travail-là, c'est que c'est ça pour une femme, devenir une femme chef en cuisine, une femme chef d'entreprise et une maman à la maison. Alors, il faut réconcilier tout ça, il faut savoir réconcilier tout ça, et tout ça, c'est possible. Alors, c'est quand on veut, on peut, comme on dit. Mais c'est ça que je trouve ça encore aujourd'hui difficile de voir aussi peu de femmes dans ce métier-là, quand c'est un travail que dans toute l'histoire, c'était les femmes qui étaient derrière le fourneau. Qui parle de la cuisine de leur père? Exactement. On parle tous de la cuisine de notre mère, de nos grands-mères. C'est juste... Et ce n'est pas pour enlever la valeur aux grands chefs de ce monde, mais... Dans la grande majorité des cas, et bien sûr, ce n'est pas scientifique ce que je dis, on passe par nos mères et nos grands-mères pour découvrir. Exactement, c'était toujours la mère et la grand-mère, mais les grands chefs, c'est encore des hommes. Et aujourd'hui, dans nos jours, c'est encore un métier d'homme. Et moi, j'encourage beaucoup les femmes à aller en cuisine, faire de vous des femmes chefs, ou que ce soit chef d'entreprise ou chef de cuisine, c'est tout un défi pour une femme. Parce qu'au bout de la ligne, les femmes, on travaille beaucoup plus qu'un homme pour arriver à la même chose. Parce que nous, on est beaucoup plus minutieuses là-dessus. Un homme, ça se définit toujours pour un oui ou pour un non. Pendant que nous, une femme, on a tout un chemin pour dire oui ou pour dire non.
tout est minutieux pour nous. Et vous avez travaillé dans suffisamment de cuisine pour savoir, pour peut-être répondre à cette question. Quelle est la différence entre une cuisine gérée par une femme et une cuisine gérée par un homme? Parce que je sais que la fois où j'ai pu embaucher une femme en cuisine, c'était beaucoup plus calme. Ça dépend parce que... On pétait les bretelles moins. Ça dépend parce que les hommes sont beaucoup plus affrontés, beaucoup plus directs. Et comme vous dites très bien, beaucoup plus vite d'enlever le ton de voix aussi. C'est le côté homme, le testostérone qui joue un peu là-dedans. Mais nous, les femmes, moi, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de respect de mes équipes en cuisine. J'ai jamais eu des problèmes comme j'entends des histoires des femmes qui n'ont pas de respect, que les hommes... Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai toujours eu une belle relation avec mes employés, avec mes collègues de travail. Parce que moi, je n'appelle pas ça mes employés, c'est mes collègues de travail. On est tous des collègues de travail. Au bout de la ligne, on est tous là pour la même chose. Nous avons besoin les uns des autres. Pour la passion. Et j'ai jamais vécu ces problèmes-là. Alors, j'ai toujours eu une très belle relation, autant que depuis que je suis chef d'entreprise, que pendant que j'étais chef juste de cuisine. Et c'est ce côté-là d'avoir plus des femmes. Des fois, il ne faut pas généraliser. Il y a des hommes qui sont très minutieux et qui font un travail de la touche personnalisée aussi autant que les filles. Mais nous, on est plus délicates en certaines choses qu'un homme. C'est ça la différence. Les faits que des fois, on a des choses qui sont beaucoup plus graves pour un homme, ça veut dire qu'elles sont aussi graves pour une femme et vice-versa. Et c'est ça que ça fait les chocs, que ça fait que l'ambiance en cuisine, il peut des fois avoir un petit ton de voix plus modéré. Mais ça, j'aime ça aussi avec différentes cultures en cuisine. Moi, j'ai une cuisine avec différentes ethnies et j'adore ça. Mais ça, c'est la gloire de Montréal aussi. Exactement. C'est parce que qu'est-ce que ça va être bien grave pour vous, ça veut pas dire que c'est grave pour moi. C'est juste des fois une question de culture, ça fait le même effet aussi. C'est vrai, c'est une question d'expérience personnelle. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse chez vous aussi. Vous venez d'un petit village. Tout à fait. Mais vous avez passé votre carrière professionnelle uniquement dans un grand centre. Est-ce que l'ambiance ou la vie de petit village vous manque? Que j'ai trouvé à Montréal différent vraiment, c'est que Montréal, c'est une vie multiethnique et Montréal, c'est un côté très européen. Contrairement, c'est une grande ville en Amérique du Nord, mais on trouve le côté européen à Montréal que j'ai trouvé et j'étais capable de faire mon chemin là. Et je trouve que les gens, ils se regardent dans les yeux à Montréal. C'est vraiment ce côté humain que ça m'a toujours passionné. Et évidemment qu'on s'adapte. Au début, c'était un petit peu une question d'adaptation. C'est une question de s'adapter à une nouvelle ville, c'est une question de s'adapter à un nouveau pays, c'est une nouvelle langue. Au niveau de la langue, justement. Exactement. Est-ce que vous avez appris votre français dans les restos et à la garderie? J'ai appris sans garderie, c'est pour ça que j'ai dit j'ai grandi dans une garderie. Et j'ai toujours... Les Québécois, c'est des gens fabuleux qui n'ont jamais se moqué de mon accent, ils m'ont aidé à faire mes phrases, ils m'ont aidé à faire mon français et j'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'ai jamais eu des problèmes, au contraire, j'ai eu des gens qui m'ont accueilli des bras ouverts. Bouffée d'air frais, ça. Donc là, vous avez votre premier resto. Quand est-ce que vous avez su que vous alliez réussir dans ce métier-là? Parce qu'il y a beaucoup de restos qui ferment après 3 ans. Là. On voit les statistiques. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous n'avez pas échoué là où d'autres... En effet, c'est juste croire en nous-mêmes. Je pense qu'il faut croire. Faut être... C'est un travail, un métier qui n'a pas de magie, comme je disais. C'est vraiment croire. Il ne faut jamais tromper les gens. Il faut toujours donner des bons produits. Il ne faut jamais tromper les gens. Il faut être très honnête. Et c'est ça que ça fait la différence. C'est croire à nous et croire à ce qu'on fait à tous les jours. Et croire à nos fournisseurs. Et croire à les producteurs qui sont derrière nous. Parce que ça, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas juste un travail d'une personne. C'est toute une équipe en arrière de nous. Il faut faire confiance aux gens. Mais il faut travailler beaucoup. Faire de la grande ville... En effet, c'était une petite village, vous voyez bien, parce que j'ai... Votre village de 143 personnes. Exactement, parce que moi, j'ai des employés qui travaillent pour moi depuis la journée numéro 1. J'ai des employés qui changent à toutes les semaines. J'ai des fournisseurs qui travaillent avec moi. Et vous savez justement à quel point c'est extrêmement rare, ça, de conserver ses employés. Il faut travailler fort dans les deux côtés, autant le côté du patron, de l'entreprise, qu'autant le côté des employés. Et les employés, s'ils veulent vraiment
grandir, comme je parlais de le Carl-André, il a commencé à travailler comme boss-boy chez moi. Là, aujourd'hui, c'est mon directeur général. Alors, lui, il avait un intérêt à rester aussi avec nous. Il a se forcé, il a travaillé fort, parce que tout ce qu'il a, il le mérite. Là, il a travaillé pour ça. C'est un travail qui est mutuel, c'est les deux côtés. Ouais. À quel point avez-vous été capable d'intégrer la vie familiale à la vie professionnelle? Est-ce que les enfants ont travaillé dans les restos? Est-ce que ou est-ce que c'était une démarcation? Mais vraiment, pour venir à votre première clair. question, quand vous m'avez demandé le temps, de réconcilier le temps Ouais. d'une mère, d'une chef d'entreprise, c'est vraiment que quand j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant, j'ai eu cette opportunité-là en 2003, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités avant que ça m'a été proposé pour des gens, pour investir avec moi. Je ne pouvais pas le faire avant que mes enfants aient 10-12 ans. Mes enfants, ils avaient 12-13 ans quand j'ai ouvert ça, parce que je savais, quand j'ai ouvert mon restaurant, mon fils, le plus jeune, il avait 12 ans, je savais très bien que je ne pouvais pas m'embarquer avec un restaurant comme ça. C'est mes enfants, ils ne pouvaient pas rester 2-3 heures tout seuls. Ouais. Parce que c'est beaucoup d'heures. On sait toujours à quelle heure on commence, on ne sait jamais quand on termine. Notre journée est finie quand on n'a plus de clients. C'est là que notre journée est finie. J'ai une montre maintenant. Pendant des années, je n'ai jamais eu une montre. Je ne voulais jamais savoir quelle heure il est. Vous avez juste fait vos journées. Exactement. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine, mais c'est une passion de notre métier. Par contre, mes enfants, ils ont toujours... Après, j'ai devenu monoparentale et mes enfants, ils ont toujours travaillé avec moi. Mes enfants, les fins de semaine, ils étaient toujours allés à l'école, évidemment, mais ils ont toujours travaillé avec moi parce que je ne voulais pas expliquer à mes enfants c'était quoi ma vie. D'ailleurs, j'ai 2 garçons, je n'ai pas de filles. C'est encore... Vous leur avez montré à la place. Exactement. Je ne voulais pas l'expliquer où maman était à minuit. Ouais. Pourquoi que maman n'était pas à la maison à minuit, avec qui maman elle était, c'est qui mes amis, c'était quoi ma vie, sans que je l'explique rien. Ils ont tout compris. Par contre, je voulais vraiment qu'ils aient des portes ouvertes à faire d'autres choses dans la vie que juste la restauration. Ouais. Et les deux, sont professionnels dans des métiers différents. Mais les deux, ils savent très bien gérer les restaurants s'il faut prendre Oui, le relais. au pire. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, finalement, les heures de mauvais sommeil ne vous dérangent pas. J'imagine les courtes nuits ne vous dérangent pas non plus. Vous êtes capable de vous réveiller le lendemain pour aller au marché Jean Talon puis tout à fait. faire vos emplettes de nouveau. Mes journées, je dors jamais beaucoup. Je n'étais jamais vraiment 2-3 heures. 4 heures max, c'est bien assez pour moi. Je trouve qu'on n'apprend rien pendant qu'on dort, comme j'ai dit toujours. On a besoin de dormir, mais on n'apprend rien pendant qu'on dort. Hey, vous êtes exigeant. Alors, on a besoin de se reposer pour notre cerveau, mais la magie, c'est le travail. J'aime beaucoup ça. J'aime le contact encore. Aujourd'hui, j'ai deux grandes entreprises. J'ai 143 employés, comme je vous avais dit. Maintenant, c'est la COVID. J'étais capable de récupérer 30 maintenant, mais en espérant que je vais être capable de les engager tous de nouveau. C'est ça notre rêve, de pouvoir travailler à 100 On ne sait pas quand. On verra la suite des choses. Ouais, exactement. Mais avec tout ça, j'ai eu le temps d'y aller au marché, j'ai eu le temps d'y aller à la poissonnerie, j'ai eu le temps de faire mes commandes qui m'arrivent du poisson 2 fois par semaine du Portugal. J'ai eu le temps de tout faire ça. Mais à quelle heure aimez-vous arriver à la cuisine? Vers 8h, 8h30, je suis en cuisine. OK, d'accord. Puis ensuite, c'est mis en place. Exactement. Jusqu'à l'heure du midi. Si vous m'appelez à 9h du matin, 10h pour savoir c'est quoi mon spécial du midi, je ne le sais pas encore. OK. Ouais. Ça dépend de qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les arrivages du jour, qu'est-ce qui arrive du marché. Il y a plein de nouveaux légumes. Là, maintenant, c'est tellement facile de travailler dans ce temps-là. Tous les légumes du marché ils sont là, tous les légumes du Québec sont là. C'est merveilleux. L'automne arrive, les courges, tous les légumes racines. J'adore travailler avec ça. C'est pour ça qu'on travaille les produits frais à tous les jours. Il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble, mais je voulais aussi vous poser la question par rapport à la transition à faire lorsqu'on est passionné par la cuisine. Excuse-moi, je vais me reprendre. On peut avoir la passion du métier, on peut adorer créer des plats, servir les gens, sans nécessairement être confortable avec tout ce qui entoure être chef, payer les comptes, rencontrer les fournisseurs. C'était dur de gérer un budget. C'est très dur de contrôler un food cost quand on est généreux. C'est très dur. Pour moi, je trouve ça très difficile en food cost. Quand mon comptable m'appelle, j'haïs ça y aller voir mon comptable. Il n'y en a rien de pire. Il n'y en a rien de pire pour moi qu'y aller voir mon comptable quand il m'appelle. Il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on se parle. Et
il faut vraiment contrôler le food cost parce que déjà là, en partant, la cuisine portugaise, comme je vous avais dit, c'est une cuisine de produits. C'est une cuisine de 25 de mon travail, ça se passe dans le produit. Si on achète le bon produit, on va avoir un bon résultat. Exactement. Ouais. Mais tout ça, il y en a un coût en arrière de ça. Ça a été difficile. Gérer une équipe, c'est difficile aussi dans nos jours parce qu'aujourd'hui, la restauration, c'est encore un métier qui en a une partie des professionnels. Il y en a une partie de nos employés, que c'est les jeunes, qui sont à l'école, qui vont être médecins, qui vont être avocats, qui vont faire toute leur carrière dans leur vie, mais que maintenant, ils ont besoin de payer les études. Et pour payer les études, c'est un travail facile, venir en restauration. Alors, ces jeunes-là, il faut bien les encadrer, il faut les former. Ce n'est pas la faute de mon client qui est assis, qui est en train de manger un bon repas et qui va sortir avec une facture de 100 $, qui est servi pour un jeune qui ne sait même pas... Il ne connaît pas la différence entre les différents persil, en par service, exactement. Ou qui ne sait pas c'est quoi un persil italien ou un persil plate. C'est exactement ça. Mais c'est ça la partie plus difficile, c'est vraiment les communications. Les relations humaines sont un peu compliquées de temps en temps dans notre métier. Mais moi, le plus dur de tout ça, c'est vraiment le food cost et contrôler le food cost. Donc, parce que je suis généreuse en partant. Donc, votre comptable... Mon comptable, il ne m'aime pas. Il ne vient pas manger. Il vient faire économiser dessus. Exactement. C'est ça le côté moins le fun de notre histoire. C'est vraiment contrôler l'argent, payer les factures. Et évidemment, vous savez, c'est encore un métier que notre profit, il est minime. Oh mon Dieu. Oui. C'est très, très minime. Pour un chef qui contrôle très bien ces choses, les statistiques sont entre 4 et 6 de profit. Alors, c'est pas tout le monde qui est prêt à assumer une responsabilité comme ça et faire un métier comme ça. Par contre, c'est un métier à risque à tous les jours. On ne sait jamais c'est quand... justement. On sait justement, comme on est en train de vivre en ce moment, on ne sait pas quand les choses vont arrêter du jour au lendemain. Et par contre, on se sentait un petit peu... la restauration, on se sentait un peu les enfants mal aimés de notre gouvernement parce qu'on trouvait ça très difficile de pouvoir ouvrir. En même temps, je comprends parce qu'on ne voulait pas du tout, on veut juste que cette pandémie-là termine. On ne veut pas que ça se développe partout. On faisait super attention, mais on trouvait ça qu'on était comme des enfants mal aimés parce que ça n'était les derniers... Je trouve que c'est un moment où on valorise la restauration. Moi, je suis dans l'industrie du spectacle maintenant, mais j'ai été dans la restauration pendant une trentaine d'années. On réalise à quel point ça nous donne du jus en tant que personne de pouvoir passer du temps ensemble à faire quelque chose, que ce soit manger, que ce soit regarder un spectacle. On parle beaucoup de problèmes de santé mentale en ce moment aussi, et je trouve que c'est lié au fait qu'on n'a pas le droit de s'assembler comme on faisait auparavant. Mais c'est très difficile parce qu'on a besoin de ce contact humain, là. Et moi, que je sens dans les restaurants, c'est que les gens qui viennent, on prend toutes les précautions, on est sous les normes, mais les gens, ils sont contents de venir manger, ils sont contents de se retrouver ensemble, ils sont contents de sortir, là. C'est ça, c'est vraiment tout ce que je trouve positif après cette... ce côté-là, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il faut voir les côtés positifs de la chose. Moi, sérieusement, après 30 ans, de me retrouver d'un jour à l'autre, arrêter sans rien faire à la maison, c'est comme... Ça a bousculé votre routine. Je ne savais pas quoi faire. Les fournisseurs au marché Jean Talon se demandaient où vous étiez. Je ne savais pas quoi faire. Ils n'étaient même pas là non plus, mais on ne savait pas quoi faire. Ça a été un petit moment difficile. Après 6 semaines, j'ai décidé de commencer à faire du take-out parce que je dis que je ne suis pas capable d'être à la maison. Et je pense que je fais à manger pour toute la rue au complet. Il n'y a personne dans ma rue qui ne me connaît pas. Parce que je faisais à manger, j'allais donner ça à mes voisins parce qu'il faut que je m'en occupe mon temps. Je ne serais pas capable de rester. Je fais beaucoup de recherches, j'écris beaucoup de recettes. J'avais un peu de misère à me concentrer parce qu'il y avait tout... de lancer un nouveau livre? Sûrement, peut-être, juste sur les poissons. Ça, c'est peut-être un de mes projets. Faire un livre sur les poissons parce que je trouve que les gens, de plus en plus, ils mangent du poisson. Ils mangent santé, vraiment, la simplicité de la cuisine. On ne les connaît pas non plus. La simplicité de la cuisine portugaise, oui. Bien, sur ce, mettons fin à notre rencontre. Merci beaucoup. Elena Loureiro, quel magnifique plaisir pour moi de vous rencontrer. J'ai tellement hâte de goûter à votre cuisine au cours de la fin de semaine. Et puis, bien, au plaisir de vous retrouver chez vous à Montréal. J'espère vous revoir chez moi et au moins avec la belle vue de Montréal parce qu'il y a des très belles histoires. Ce restaurant-là existe
comme il est depuis 40 ans. Alors, c'est magnifique. C'est sûr qu'on l'a donné une petite touche portugaise, mais il tourne pour soi-même, il y en a 40 ans. Alors, il y a plein d'histoires des gens qui viennent. C'était la première date qu'ils ont faite chez moi. Alors, j'aime beaucoup écouter ces histoires. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui dans une belle vue comme ça. On est chanceux, on a une belle journée de soleil. Et alors, je vous promets, les soleils dans vos assiettes. Oh, mon Dieu! Eh bien, merci de vous être joints à nous et puis au plaisir de vous retrouver la prochaine fois.